Merci à vous tous de vous joindre à nous. Les conséquences sur la santé mentale de la COVID-19. Je voudrais vous présenter le docteur Jeffrey Stovall, professeur associé de psychiatrie à l'Université Vanderbilt au centre médical aux États-Unis. Dr. Stovall travaille en psychiatrie communautaire avec emphase sur les maladies mentales sérieuses et l'intégration en centre psychiatrique. Avant que je lui cède la parole, je voudrais vous dire que si vous avez des questions au cours de cette session, utilisez la boîte de discussion et nous aurons une période de questions avec le Dr. Stovall. Et là-dessus, à vous, Dr. Stovall. Merci. Merci énormément. Merci de m'inviter à participer. J'espère que ce sera une session utile pour vous tous. J'apprécie que vous nous donniez du temps pour discuter des conséquences sur la maladie mentale de la COVID-19. Je vais vous adresser pendant une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions pour la discussion qui s'en suivra. Prochaine diapo. Et à chaque année ici à Vanderbilt, j'enseigne sur la santé mentale globale et les étudiants se demandent toujours ce que cela signifie, quel est ce concept. Et la définition du côté du département des États-Unis de la santé mentale, on l'a tous vu dans cette pandémie, que la santé mentale globale prend un sens réel pour nous tous en réponse à cette pandémie. Nous commençons tous maintenant à comprendre de quoi il s'agit alors que nous y sommes confrontés tous les jours. Et là, parlons de ceux qui sont plus à risque d'être infectés avec la COVID-19 et comment cela c'est déjà lié avec des taux élevés de santé mentale difficile préexistante. On pense aux gens les plus vieux, les gens avec un faible système immunitaire, ceux qui vivent dans des conditions où il y a beaucoup trop de gens, ceux qui ont des assuétudes. Nous savons que ces individus sont beaucoup plus à plus haut risque d'être infectés par la COVID-19. Alors, quand on parle des conséquences de santé mentale, pensons d'abord à ceux qui sont les plus susceptibles d'être infectés. Plus tard, je parlerai des fournisseurs de soins en santé mentale parce que nous sommes aussi à haut risque d'être infectés et d'avoir des conditions préexistantes de stress mental ou émotif préalable à la COVID-19. Alors, ce que l'on sait, quelles sont les conséquences de santé mentale que nous savons? Alors, lorsqu'on parle des impacts directs au cerveau et des conséquences de traitement pour la COVID-19, alors, ce que l'on voit depuis le début, il y a des choses aussi que l'on ne sait pas. C'est visiblement quelque chose avec lequel nous devons apprendre à composer à court terme. Pour les conséquences à long terme, nous n'avons aucune idée pour l'instant, alors que cette pandémie se poursuit devant nous. Certaines informations que l'on connaît viennent de d'autres épidémies de coronavirus, d'épidémies, de pandémies et des conséquences, d'autres désastres, principalement les désastres naturels. Alors, ce que nous savons d'impact direct pour le cerveau, le plus commun pour les gens infectés avec les infections les plus sérieuses au niveau de l'hospitalisation, c'est le délirium. Le délirium est présent chez environ 65% de gens qui sont sérieusement infectés, qui sont hospitalisés. Nous comprenons maintenant que la COVID-19 a aussi une conséquence sur les caillots sanguins. Alors donc, nous voyons une augmentation des problèmes vasculaires.
chez les gens qui sont atteints de la COVID-19. Et même chez les gens qui n'ont pas des conséquences plus sérieuses, des symptômes neurologiques plus doux, les maux de tête, les étourdissements, des problèmes cognitifs. Et les impacts cognitifs, c'est quelque chose que l'on voit à travers le monde. Et peut-être c'est quelque chose que l'on voit peut-être maintenant comme quelque chose avec des conséquences à plus long terme. Prochaine diapo. Quelles sont les conséquences pour la santé mentale d'individus infectés par la COVID-19 si l'on regarde l'impact psychologique de la maladie? On le voit en comparaison aux précédentes séquences de coronavirus. Dans cette population, on voit qu'il y a des infections qui peuvent durer pour 1 an. 29% ont démontré des périodes et des épisodes de dépression 1 an après la rémission. L'anxiété demeure présente pour 34% des gens. Les problèmes de stress post-traumatique, 34%. 1 an après la rémission d'une infection, les gens ont encore un impact. Comme je l'ai dit auparavant, les problèmes cognitifs demeurent parmi les signes les plus constants. Problèmes d'attention, de concentration, la vitesse de processus d'information. Et cela, on l'a vu dans les études préalables à la COVID-19. Alors, encore une fois, ce n'est pas quelque chose dont nous avons eu beaucoup de grands chiffres dans cette nouvelle pandémie, mais nous travaillons sur ce que nous avons vu dans le passé. Prochaine diapo. Maintenant, pour la population générale dans la communauté qui n'ont pas d'infection connue, ce ne sont pas des gens qui sont malades, ne sont pas hospitalisés, mais des individus qui vivent dans la pandémie. Et là, nous voyons que les conséquences de l'isolation sociale mènent et cela à travers le monde. Et on l'a vu, cette espèce de distanciation sociale. Et nous savons que cela a un impact direct sur la santé mentale. 47% de ceux qui sont en isolation ont des effets négatifs de santé mentale par rapport à 37% qui ne sont pas. Nous le savons très bien qu'il y a des impacts économiques de perte d'emploi, de perte de revenus, et alors que l'économie mondiale a ralenti. Et nous savons que 50% de ces gens ont des impacts négatifs au niveau de leur santé mentale, que ces études nous montrent qu'il y a de plus grands risques de dépression, d'anxiété, de suicide, d'assuétude après la perte d'un emploi. Alors, nous voyons ceci de façon généralisée dans la population. Prochaine diapo. Que pouvons-nous faire? Alors, c'est une diapositive que je vais répéter à quelques reprises. Jusqu'à un certain point, nous travaillons dans un monde d'inconnu en termes de l'expansion de la pandémie. Et il y a plusieurs enjeux économiques pour lesquels nous n'avons aucun contrôle ou très peu de contrôle. Nous avons un rôle comme médecin pour éduquer et pour expliquer, pour avoir des discussions au niveau de la prévention et des traitements et de les façons, mais nous n'avons jamais fait face à une telle situation. Ce que nous pouvons faire, c'est d'élever notre propre niveau de conscience, être en mesure de reconnaître et de pouvoir fournir les traitements quand nous voyons des symptômes, donner une éducation, être capable de réagir promptement, s'attaquer aux stigmas qui peuvent être associés à la maladie mentale. C'est quelque chose de très présent dans le système de santé. Et des stigmas qui peuvent exister
chez nous et chez nos collègues. Merci. À l'autre diapo. Un groupe que nous commençons à voir qu'il y a un impact, c'est un groupe qui avait des conditions préalables de maladie mentale. On parle d'environ une vingtaine de pourcents qui ont eu des difficultés au niveau de leur vie adulte, des gens qui ont déjà des symptômes chroniques de dépression, de psychose, d'assuétude dû au stress, à un mauvais accès aux soins de santé. Nous ne connaissons pas encore l'impact du désastre mondial de la pandémie sur ces individus, mais déjà, nous voyons des niveaux plus élevés pour des rechutes chez les gens qui ont des problèmes chroniques qui sont dus évidemment au niveau de stress et peut-être une difficulté d'avoir accès aux soins de santé, des gens qui sont incapables de confinement et d'isolisation. Alors, ne pas pouvoir aller à la pharmacie pour aller chercher leurs médicaments, ne pas pouvoir avoir leur rendez-vous habituel, routinier. Et on le voit, comme je le disais, au niveau de la dépression, de la psychose, des assuétudes. Et nous attendons à ce que ce soit prolongé au cours des prochains mois. Prochaine diapo. Encore une fois, qu'est-ce que l'on peut faire? Ce sont les mêmes concepts. Être conscient. Être conscient qu'il y a des gens qui sont plus à risque de rechute. Si nous sommes impliqués dans un traitement, tenter de maintenir le traitement, aller vers ces individus qui ont déjà des problèmes préexistants et éviter toute la stigmatisation de ceux qui ont des problèmes psychiatriques, y les confronter. Prochaine diapo. Alors, regardons un peu les conséquences. Pour le personnel clinique, les gens qui sont des fournisseurs de soins de santé avec des patients de la COVID-19, n'oublions jamais que cela nous affecte tous. Nous travaillons dans un environnement où le niveau de stress est très élevé et où il y a une isolation sociale. Nous avons beaucoup plus de risques devant la COVID-19 que la plupart des autres membres de la population. Alors, nous-mêmes pouvons avoir des conditions préexistantes de dépression, d'anxiété, d'insomnie. Nous sommes comme nos patients à bien des égards. Et nous faisons face aux mêmes enjeux. Je veux parler davantage de l'expérience que nous avons tous devant la peur d'être nous-mêmes infectés par rapport à la COVID-19 et d'être infectés ou d'infecter notre famille. Je traite présentement un collègue qui a été infecté. Ce niveau de culpabilité, d'anxiété, de peur, c'est quelque chose qui est unique à bien des égards pour les gens qui fournissent les soins de santé. Nous avons quelques informations. Je vous verrai la bibliographie à la fin de mon exposé. Mais les études préliminaires nous disent que les travailleurs de la santé, très tôt dans cette pandémie, ont montré quand même des résultats surprenants. 50% des travailleurs de la santé ont démontré des signes de dépression. Près de 50%, 44% ont montré des signes d'anxiété. 34% étaient très présentes chez environ 34% des gens. Et près des trois quarts, 71%, ont montré des signes de détresse qui les empêchaient de fonctionner proprement. Et les taux étaient beaucoup plus élevés, de façon très significative chez les femmes et également, sans surprise, les plus hauts taux étaient démontrés chez les gens qui étaient sur la première ligne, sur la ligne de front, travaillant avec les individus qui ont les infections de la COVID-19 parce qu'ils sont exposés plus constamment avec cette maladie. Et dans nos propres
contexte, ben, ces gens-là sont beaucoup plus susceptibles d'être infectés. Prochaine diapo. Alors, encore une fois, ce que nous savons des autres études du passé, des études qui ont été faites dans des circonstances de population isolée après des désastres. Ça peut être des désastres d'un seul événement, un tremblement de terre, pas quelque chose qui se poursuit comme cette pandémie, pas de façon aussi étendue. Alors, il y a certainement des différences, mais par rapport à quelque chose qui affecte la planète. Mais ce que nous savons déjà de ces désastres précédents, les individus et les travailleurs de la santé, jusqu'à 4 ans après le désastre ou l'événement, ce que l'on voit, environ un tiers de ces travailleurs de la santé, 4 ans après le désastre, souffrent de dépression. Même population, même nombre, encore une fois, des symptômes très significatifs d'anxiété, d'insomnie qui persistent, des problèmes pour ces individus de perte cognitive au niveau, encore une fois, d'environ 33%. Prochaine diapo. Encore une fois, que pouvons-nous faire? Encore une fois, il faut commencer par, comme médecin, que nous ne sommes pas très bons à admettre ou à reconnaître les problèmes de santé mentale et d'émotion. Et je dirais que la base, c'est encore une fois de reconnaître qu'il y a des conséquences que nous devons apprendre à apprivoiser. Et nous devons reconnaître que notre rôle avec les autres médecins, c'est un rôle de leadership. Et cela peut dire notre propre projection dans ce monde. Nos collègues qui nous regardent et puis qui nous disent est-ce que nous sommes en phase avec ce que l'on fait et qui nous regardent pour avoir une certaine force dans leur rôle à tous les jours. Cela nous demande, pour nous et pour nos équipes, la connaissance des outils qui sont disponibles. Et pour s'attaquer à ce stigma et nous assurer que nous prenons soin de nous et de nos collègues de travail. Et il faut être conscient des chiffres dont je vous ai parlé, être conscient et prêt à donner des traitements de façon rapide et d'enseigner pour réduire toute stigmatisation. Penser à notre bien-être, mais au bien-être de l'équipe en général. Et encore une fois, pour notre habilité, pour notre bien-être et pour celui de tout le monde, de nos collègues, dans des endroits ou des situations où c'est approprié. Alors, si nous nous attendons à ce que dans 4 ans, un tiers de la population aura encore des conséquences, qu'est-ce que l'on peut faire comme médecin? Nous aimons beaucoup, comme médecin, travailler sur la prévention davantage que sur les traitements, parce que la prévention peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvions prévenir, mais nous pouvons penser de la prévention que nous pouvons faire à ce moment-ci. Encore une fois, que pouvons-nous faire? Ce que nous savons des autres désastres, des autres études sur le personnel militaire, c'est l'importance de revenir à une certaine normalité dès que c'est possible. Mais nous ne savons pas encore ce que cela signifie parce que les gens sont encore isolés, il y a encore du confinement. C'est difficile à dire si c'est possible pour l'instant. Il faut aussi, et nous savons qu'il faut se fier sur les soutiens sociaux existants, famille, communauté, les croyances religieuses, les collègues. Encore une fois, ce sont tous des situations qui sont bien sûr problématiques avec toute la distanciation sociale. Et il y a des conséquences.
Je ne pourrai jamais trop insister sur les risques d'abus de substances. L'alcool ne sera pas la solution quand nous pensons aux conséquences, l'insomnie, le stress. Nous pouvons voir qu'il y a bien des gens qui vont se rabattre sur des substances comme l'alcool ou la drogue. Et ça peut être un première étape pour bien des gens qui peuvent avoir des conséquences très contre-productives. Très important de nous concentrer sur le rôle du sommeil pour la protection et pour la guérison. C'est un temps où l'on doit recommander le sommeil, l'hygiène du sommeil, les traitements comportementaux, cognitifs de l'insomnie. À la fin de tout cela, il y a une diapo qui sera disponible dépendant de votre accès et certaines se sont montrées très utiles. Alors, les traitements efficaces que l'on connaît, nous connaissons l'utilité des antidépresseurs, notamment pour traiter l'anxiété à long terme, dépendant de ce qui peut être disponible dans vos pays et comment les utiliser. Et nous savons aussi que la psychothérapie peut être extrêmement utile pour des problèmes d'anxiété. Et je vous donnerai quelques applications à la fin de cette présentation. Prochaine diapo. Alors, encore une fois, juste un rappel que les traitements efficaces, le rôle des antidépresseurs, le rôle des anxiolytiques, benzodiazépines et l'antihistamine à court terme qui sont disponibles pour vos patients et comment bien les utiliser. Et bien sûr, la psychothérapie cognitive pour prévenir les conséquences à long terme. Prochaine diapo. Alors, voici une liste d'articles. Le dernier, le numéro 3, c'est celui qui se concentre sur les problèmes. C'est particulièrement utile pour nous ouvrir les yeux quant aux conséquences de travailleurs. Le deuxième est une belle révision de présentation psychiatrique sur les effets des coronavirus. Sur ce, je voudrais arrêter en termes de présentation formelle et je suis plutôt ouvert de vous entendre, de répondre à vos questions, d'avoir une discussion. Ouais. Ici, vous avez les ressources web qui sont beaucoup plus axées sur le sommeil, la dépression, l'anxiété et qui peuvent être extrêmement utiles pour l'utilisation par vos patients et vos collègues. Alors, je suis maintenant ouvert aux questions. Merci beaucoup. C'était drôlement intéressant. Alors maintenant, question que nous avons reçue lors des enregistrements et nous vous encourageons tous à poser des questions dans la fonction de boîte vocale et bien sûr de garder vos microphones sous silence et nous tenterons de répondre à toutes vos questions. Docteur, vous avez parlé à un niveau, nous allons aller ici à un niveau peut-être un peu plus profond des questions que nous avons reçues. Comment définiriez-vous les manifestations psychiatriques de la COVID-19 et des façons de dire si quelqu'un a des problèmes mentaux à cause de la COVID-19? Comment, comme clinicien, puis-je le diagnostiquer et chez un individu et même au sein de mon personnel qui sont peut-être au bout de l'épuisement professionnel? Oui, écoutez, les effets, alors que nous partons d'une peur immédiate et à une réponse que nous avons tous
alors que nous le voyons dans nos communautés, chez nos patients, cette peur, cette incompréhension de la pandémie. Et il y a une réponse aiguë qui peut devenir une réponse plus chronique d'anxiété. Et nous le voyons au niveau des conséquences sur la santé mentale parmi les collègues, parmi les patients. Souvent, les gens vont nous parler de problèmes de sommeil, qu'ils ont mal dormi. Et il y a plusieurs plaintes symptomatiques. Et c'est commun. Et, un, et à un certain point, des symptômes franchement de dépression, de gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Et pour minimiser les risques de pensées suicidaires, même de planification suicidaire, comme je l'ai mentionné. Souvent, on va parler de fatigue, je dors mal, je travaille des plus longs horaires, mes collègues sont épuisés, mes collègues sont absents. C'est important d'être très attentionné à ce qui se passe au-delà des normes auxquelles nous sommes habitués. Absolument, merci. Et quels conseils donnez-vous aux administrateurs d'hôpitaux alors que les travailleurs de la santé ont peut-être des problèmes de santé mentale dans nos instituts? Évidemment, clairement, de vos propres institutions, vous savez que les hôpitaux, les administrateurs d'hôpitaux ont toujours eu beaucoup de difficultés à composer avec la base des difficultés pour les travailleurs de la santé, ne serait-ce que les équipements de protection personnelle qui sont nécessaires. Alors, pour plusieurs administrateurs, on se dit, ouais, bien voilà quelque chose d'autre à laquelle nous devons porter attention. C'est peut-être plus qu'ils peuvent contrôler. Mais je pense que les travailleurs de la santé et les médecins, c'est au-delà de dire nous avons besoin de tel équipement pour faire notre travail aujourd'hui. C'est ce que nous savons. C'est ce à quoi nous nous attendons. C'est ce à quoi nous nous attendons pour notre personnel hospitalier d'ici les prochains mois, les prochaines années, pour bien traiter nos patients. Demain, nous prendrons soin de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il faut prendre soin de nos patients. Et je pense que c'est aussi un rôle que nous devons jouer, non seulement pour le bien-être des patients, mais pour le bien-être de nous-mêmes et de nos collègues. Maintenant, dans les pays qui ont peu de ressources, si on n'a pas accès aux médicaments, aux applications que vous suggérez, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a des options alternatives pour combattre la COVID-19? Oui, je pense que le point de départ pour tout le monde, c'est le rôle du sommeil. Le sommeil est réparateur. Et ça n'a pas besoin d'application, ça n'a pas besoin de médication. Et l'habileté de pouvoir restaurer les connexions sociales, le soutien social peuvent être utiles. Encore une fois, il y a des défis à tout cela, mais même dans un endroit ou dans un contexte où les ressources sont limitées, des médicaments de base peuvent être disponibles, des médicaments pour l'anxiété à court terme, des antidépresseurs, même de vieille école. Mais encore une fois, ces ressources peuvent être difficiles à obtenir dans certains concepts. Mais en termes de soins de santé, ce que l'on enseigne à nos patients, mais c'est aussi comment nous prenons soin de nous-mêmes, c'est crucial. Et quand je parle de prendre soin de nous, c'est de prendre le temps pour être certain que nous sommes encore en mesure d'aller de l'avant. Même manger sur une base régulière, aller à la salle de bain de façon régulière, de boire de l'eau sur une base régulière, des trucs de base qui peuvent devenir oubliés dans un contexte hectique et complètement fou. Parfois, ça prend quelques minutes dans notre journée pour avoir un peu de calme,
aller sortir dehors, prendre un grand respire, parler à nos collègues, partager notre stress. Parfois, nous ne prenons pas ce temps. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'aider à continuer à travailler demain? À investir de petits moments de temps pour prendre soin de nous. Ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas nous sortir des soins des patients. Au contraire, ça nous prépare à continuer à servir les patients. Formidable, merci. Est-ce que vous avez des suggestions ou des ressources sur lesquelles vous pouvez diriger les gens dans les familles atteintes de la COVID-19? Oui, encore une fois, je regarderai à ces applications. Il y en a une notamment. Enfin, Canada N dans le titre. Il y a des liens à plusieurs autres applications qui peuvent être utiles, surtout pour les familles, surtout pour celles qui ont besoin de conseils dans la douleur. Et toutes les autres difficultés qui sont assez uniques que l'on expérimente. L'absence de soutien habituel lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un perd un membre de la famille. Les familles ne sont pas aussi présentes en raison de nombre de gens hospitalisés, de gens qui meurent en confinement. Les familles ne peuvent pas se soutenir dans les façons normales, que ce soit tous les rituels sur la mort, le support que l'on connaît normalement lorsqu'il y a un membre de la famille qui meurt. Et ce sont des opportunités pour se rassembler et pleurer ensemble et s'entraider. Mais on ne peut faire ça présentement comme on le faisait auparavant. Et nous verrons les conséquences de cela. On ne les connaît pas, mais nous savons que c'est un grand dérangement. Et en termes de fourniture de soins de santé, ça ajoute un rôle additionnel et un stress supplémentaire pour nous tous qui fait en sorte que pour les membres de famille, alors qu'il y a un patient qui meurt, et traduire nos expériences à des membres de famille qui ne peuvent être là pour assister au dernier rituel à cause de la COVID-19, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous sommes tous entraînés et que nous ne sommes pas habitués à composer. Normalement, nous prenons le temps, mais certainement que c'est un nouveau rôle pour nous tous. Et c'est définitivement un sujet chaud. Nous avons le lien maintenant dans la boîte de discussion. Nous nous assurerons que ce lien soit disponible dans les courriels. Très bonne question qui vient de nous arriver. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les adolescents? Comment prenons-nous en compte la détresse mentale pour les enfants et les adolescents? Certainement. Écoutez, nous ne connaissons pas encore quels sont les soutiens et comment l'environnement sera dans les écoles. Nous savons que l'école fournit beaucoup plus que ce qui est dans les manuels scolaires. Ce qui est dans les manuels scolaires, c'est important, mais et nous savons, et dans toutes nos communautés, que l'école, c'est un soutien social au cours de la journée pour les enfants. Il y a des repas, un endroit où les enfants ont accès à des soins de santé. Alors là où les écoles ont été fermées pour une période de temps et vont demeurer fermées, nous ne savons pas encore quelles seront les conséquences. Mais les enfants sont résilients, comme nous le savons. Mais nous ne savons pas quelles seront les conséquences à long terme. Encore une fois, nous devons demeurer conscients et alertes dans nos pratiques pour être très attentionnés pour ce qui se passe pour toute la famille. Et nous pouvons imaginer que le niveau d'anxiété des enfants
sera élevé. Ils sont inquiets pour eux, pour les membres de leur famille, alors qu'ils tentent de comprendre certains concepts. Comme parents, nous ne sommes pas toujours capables d'expliquer de façon usuelle parce que nous-mêmes sommes un peu démunis et atteints d'anxiété, d'incertitude. Alors, je pense encore une fois que c'est une question de conscience, d'éducation et réaliser que les enfants, les adolescents, même s'ils sont résilients, pourraient avoir des impacts à long terme de cette pandémie. Absolument. Et que dire maintenant des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des femmes qui vont enfanter? Comment les professionnels de la santé peuvent alléger le stress dans ce contexte? Et les problèmes post-partum. Écoutez, je pense que dans une des séries préalables, il y a eu une conférence d'un obstétricien qui a parlé des particularités, des préoccupations de l'infection de la COVID-19 chez les femmes enceintes. Je n'irai pas jusque-là, mais encore une fois, ce que nous pouvons être conscients, ce que nous pouvons reconnaître, c'est un stress et c'est une inquiétude pour tout le monde. Et il y a des segments de la population qui seront plus inquiétés, plus angoissés. Et c'est là où on peut penser aux personnes âgées qui ont une pression particulière, les gens qui ont des maladies chroniques, qui ont également une pression unique. Les femmes enceintes vont tomber dans cette catégorie d'individus qui se sentent vulnérables, vulnérables pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, dans ces histoires de l'inquiétude de ce que l'enfant sera infecté. Ma mère, ma tante, des gens qui viendraient normalement m'aider, aider avec le bébé pour les premiers temps lorsque je reviens à la maison après la naissance de l'enfant. On ne peut plus faire ça pour l'instant. Alors, on a un individu qui se retrouve dans un stress inhabituel d'avoir un enfant, un stress accru à cause de la COVID-19. Et encore une fois, ne pas pouvoir être là avec les sources traditionnelles de soutien, c'est encore une fois d'être conscient, de poser des questions à nos patients et savoir que nous avons des habiletés limitées pour l'instant. Quelles sont vos recommandations pour les conséquences de santé mentale auxquelles nous sommes confrontés et le manque d'équipements de protection personnelle lorsque nous traitons les patients? Écoutez, c'est un impact majeur pour nous, les fournisseurs de soins de santé. Et ce fait de ne pas avoir les ressources auxquelles nous sommes habitués et que nous savons que nous avons besoin. Évidemment, nous savons que dans les manuels, c'est ainsi que ça devrait se passer. Mais là, on nous demande de faire quelque chose qui sort des manuels d'instruction. Et nous savons que ce n'est pas correct. Et ça nous rend en colère parce que ça nous ajoute un niveau d'anxiété. Je devrais utiliser tel masque quand j'interviens. Et pourquoi je n'ai pas ce masque-là? Et qu'est-ce que cela signifie? Et jusqu'à quel point que cela augmente mon risque d'être malade? Comment cela augmente mon risque d'infecter ma famille à la fin de mon quart de travail? Et, et encore une fois, cela nous agite énormément. Et pour les fournisseurs des soins de santé, c'est ce qui augmente le risque de dépression, d'anxiété, d'insomnie et l'isolation. Et plusieurs travailleurs de la santé ne vont pas à la maison à la fin de leur journée de travail, qu'ils doivent rester isolés de leur famille. Alors, une partie de cela, c'est d'être conscient, c'est éduquer, nous éduquer en termes de ce que je peux faire. Et je vois quand même des exploits de résilience chez les travailleurs de la santé et qui sont capables, mais encore une fois,
les infections sont beaucoup plus élevées que dans la population générale pour les travailleurs de la santé à cause de ce manque de ressources. Et vous avez parlé de cela, mais quels conseils donneriez-vous pour les travailleurs de la santé et leurs familles qui craignent d'amener la COVID-19 à la maison? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent s'isoler et quel sera l'impact au niveau de la santé mentale? Oui, bien sûr. Euh, les, euh, les médecins de famille ont toujours eu une relation unique avec souvent, nous tentons, nous sommes appelés à avoir de longues heures de travail, d'être sur appel, et les membres de la famille savent très bien que nous sommes toujours à plus haut risque à travers, tout au long de l'année. Euh, Souvent, les membres de la famille essayent de le supprimer, essayent de l'oublier, parce que, bon, clairement, c'est une situation unique. Et d'où allons-nous à partir de là avec les familles? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si les études nous ont démontré quelle est la bonne façon de faire par rapport à l'isolation du personnel de la santé et de leur famille. Je m'habille différemment que je le faisais normalement quand je vais à la maison, quand je vais au travail. Je change de vêtements dans le corridor quand j'arrive ici. Des trucs que je ne faisais pas normalement au fil des ans. Je pense que c'est de reconnaître l'anxiété de nos familles et d'avoir des discussions avec nos épouses, et de reconnaître leur propre stress, leur propre niveau de tolérance et, et encore une fois, prendre soin de nous-mêmes, nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin de nous, peu importe ce que cela signifie dans certaines situations. Mais encore une fois, euh, c'est encore une fois, ça démontre le fardeau supplémentaire pour les médecins, les familles, absolument. Et quels conseils donnez-vous pour ces fournisseurs de soins de santé qui doivent faire des choix difficiles, à savoir quels patients doivent avoir des traitements, si on a assez de respirateurs, si nous avons assez de médicaments? Il y a des choix déchirants. Est-ce que vous avez des recommandations pour les gens qui doivent prendre ces décisions? Euh, Est-ce que vous avez une idée? Oui, bien sûr. Encore une fois, il y a des expériences différentes là où les ressources sont plus limitées. Mais comme médecin, comme spécialiste, choisir qui nous allons traiter, qui nous n'allons pas traiter, ce n'est pas la façon habituelle, ce n'est pas la façon dont nous avons été entraînés et éduqués. Nous sommes là pour aider tout le monde. Toute vie est égale et, et peu importe comment nous nous sentons, dans certaines situations, de faire des choix déchirants, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce que nous pouvons protéger dans tout ça? Euh, et il y a des gens qui vont établir des règles, que c'est votre système de santé, votre hôpital, votre clinique, votre équipe, mais, mais arriver avec une décision commune, et voilà ce que nous allons appliquer si nous devons faire cette décision. Euh, so, de façon à ce que nous n'ayons pas à faire cette décision, à prendre le fardeau de la décision à nous seuls. Ça peut nous aider à prendre la décision, mais évidemment, la culpabilité sera présente, peu importe, parce que oui, nous allons suivre les lignes de conduite, mais de participer aux discussions, c'est important. Mais nous savons très bien que, encore une fois, comme médecin, travailler avec des équipes médicales, c'est important, encore une fois, de montrer notre leadership avec nos collègues et reconnaître que nous sommes dans une situation nouvelle, reconnaître les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, reconnaître que la situation est tellement unique au niveau des décisions à prendre.
Merci. Quelques questions sont arrivées. Euh, comment parlez-vous à quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool si, si, s'il pense que l'alcool va les aider? Comment les sortez-vous de ce sentier-là? Écoutez, euh, comme fournisseur de soins de santé, comme médecin, c'est d'avoir une éducation sans passion et de leur dire ce que nous savons au sujet de l'alcool. Oui, si vous buvez ce soir, vous pouvez vous endormir plus facilement, mais nous savons que l'alcool va déranger les patterns de sommeil normaux. Et nous savons que si vous buvez, vous pouvez peut-être avoir plus de chances d'avoir des engueulades avec des membres de la famille. Vous ne serez pas aussi présent pour le stress de vos enfants, des membres de vos familles. Et c'est d'avoir une discussion très franche. Une discussion. Nous avons un rôle d'éducateur avec nos patients. Et c'est souvent très utile d'aider à quelqu'un de voir les conséquences. Oui, il y a peut-être des conséquences positives, mais regardons aussi les conséquences négatives. Et encore une fois, de reconnaître de façon emphatique pourquoi ils boivent. Oui, ils sont anxieux. Oui, ils ont des problèmes de sommeil. Oui, ils se sentent coupables ou en colère. Et reconnaître pourquoi. Quoi d'autre peut-on faire que de boire de l'alcool? Que peut-on faire d'autre qui pourrait soulager l'anxiété sans avoir les conséquences négatives? Merci. Et également, si un patient ne peut pas se remettre de ces conditions et que cela mène à la psychose, quel conseil et quel traitement pouvez-vous donner à ces patients? Écoutez, c'est une question intéressante parce que là, on parle de conséquences plus à long terme dont on ne connaît pas encore les réponses. J'ai certainement vu le développement de psychose chez des patients qui avaient déjà une condition préexistence de psychose et, et les rechutes. En termes d'individus qui n'ont jamais eu de psychose auparavant, je pense que très tôt, avec la pandémie et les traitements, il y a eu l'utilisation de stéroïdes pour contrôler les problèmes respiratoires de certaines. Et nous savons que l'utilisation de stéroïdes euh, peuvent entraîner des psychoses. Alors, c'est de voir exactement qu'est-ce qui a été là auparavant, est-ce qu'il y a eu du délirium, comment gérer la médication, comment. Mais je pense que ce que nous verrons, ce sont des gens qui vont développer des psychoses. Nous ne l'avons pas vu auparavant. Ce sera probablement relié aux symptômes de dépression, d'anxiété. Et encore une fois, c'est notre habileté avec les ressources que nous avons, les médicaments dont nous disposons, c'est de voir tout cela comme une conséquence de la pandémie, sinon une conséquence de l'infection comme telle. Et une autre question qui nous vient de Priscilla sur l'abus de substances. Euh, nous avons vu qu'il y a une augmentation de la consommation d'alcool. Est-ce que vous voyez cela comme une conséquence d'abus de substances et que ce aura un effet à long terme? C'est un bon point. Nous pouvons approcher cela de différentes façons. Nous pouvons nous dire que jusqu'à quel point est-ce que c'est un effet prédateur des manufacturiers d'alcool et des magasins qui vendent d'alcool et qui poussent tout cela. Mon expérience me dit que alors qu'il y a eu un confinement, une fermeture de commerce, et les magasins d'alcool continuent d'être ouverts et continuent d'annoncer, je ne voudrais pas être cynique, mais nous savons aussi que l'alcool
est quelque chose que les gens utilisent pour traiter l'anxiété, l'insomnie, le stress qu'ils expérimentent. Et nous savons que la plupart des gens peuvent boire des quantités d'alcool sans impact, mais il y a aussi une sous-population d'individus qui, lorsqu'ils commencent à boire de l'alcool, vont développer euh, des problèmes. Alors, clairement, ce sera un enjeu, la Suède-Sud, que les gens n'avaient pas auparavant. Dans des périodes comme celle-ci, où il y a beaucoup de stress, sont des moments où les gens qui avaient déjà une lassitude auront plus de chances de rechute. Euh, alors qu'il y avait des gens qui avaient des soutiens pour demeurer sobres, que ce soit des soutiens sociaux, famille, l'Église, ils ne sont plus là. J'ai quelques autres questions. Nous avons commencé un peu tard. Avez-vous encore 5 ou 7 minutes à nous consacrer? Oui, oui, j'ai encore 5 minutes. Alors, dans plusieurs contextes, la COVID-19 peut être stigmatrice. Comment pouvons-nous éviter cette stigmatisation? Oui, bien sûr. Nous aimons dire que nous sommes en possibilité d'avoir de l'éducation. Euh, les gens qui croient qu'ils ont été infectés, qui sont maintenant immunisés, c'est ce que nous commençons à comprendre ou ne pas à comprendre, de comprendre pleinement ce que cela signifie. Est-ce que je peux être réinfecté? Alors, il y a des enjeux euh, de façon directe. Les fournisseurs de soins de santé peuvent on applaudit leur travail, mais dans certaines communautés, les travailleurs de santé sont vus comme étant à risque, être porteurs de virus, peuvent infecter les gens. Donc, encore une fois, c'est un stigma. Euh, encore une fois, nous devons éduquer les gens jusqu'à ce que nous pouvons le faire, dire aux gens ce que nous savons. Les fausses réclamations qui sont là, les fausses déclarations. Il y a des trucs que l'on ne sait pas. Aujourd'hui, nous croyons savoir, demain, nous ne savons pas. Et croyez-vous, en votre opinion, que les patients de la COVID-19 devraient être évalués pour des problèmes psychologiques avant d'être libérés? C'est une bonne question. Et je pense que, en termes de dans ces temps présents, lorsque quelqu'un reçoit son congé de l'hôpital, il y a probablement beaucoup d'autres priorités. Mais oui, nous voyons, et nous le verrons dans les mois après l'infection, c'est à quel point les taux de dépression, d'anxiété, d'abus de substances seront plus présents. Il y a des outils de base d'évaluation qui sont disponibles, quelques questions de base pour pouvoir déceler la dépression et l'anxiété. C'est facile de les utiliser, à utiliser surtout, mais, mais comme médecin, posez les questions. Est-ce que vous vous sentez dépressif? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous avez des pensées suicidaires? Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil? Ces questions sont là pour identifier les gens qui sont à risque d'avoir des problèmes de santé mentale à court, moyen terme. Mais la plupart, enfin, au moins un tiers des patients que l'on voit auront certaines de ces conséquences. Merci. Alors, je vais maintenant conclure, mais je veux vous demander d'y aller de commentaires en conclusion. Quelles sont les 3 actions principales que nous prenions comme travailleurs de la santé pour protéger notre santé mentale du mieux que l'on peut? Écoutez, encore une fois, je veux vous remercier tous de m'avoir invité, de m'avoir permis d'être avec vous.
reconnaître que ce que nous faisons et ce que l'on nous demande présentement, c'est extraordinaire. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, ouais, mais il y a 2 ans, on m'a demandé quelque chose d'extraordinaire et puis et c'est peut-être la nature de notre travail et c'est probablement la nature de... Mais reconnaître que maintenant, notre travail nous force à confronter des grands défis avec moins de ressources, de ne pas avoir les ressources nécessaires. Euh, Reconnaître cela. D'où allons-nous maintenant? Euh, Peut-être reconnaître les notions de base, bien dormir, relaxer, se centrer nous-mêmes de façon fréquente, prendre soin de nos besoins de base, nos besoins nécessaires, utiliser les outils de soutien qui sont disponibles. Et ces soutiens au travail doivent être concentrés sur les équipes avec lesquelles nous travaillons. Ça peut être une petite équipe, ça peut être une grande équipe, ça peut être d'autres médecins, des personnels infirmiers, d'autres professionnels de la santé. Mais de reconnaître que nous sommes tous dans le même bateau, que nous avons tous à confronter des défis nouveaux. Et surtout, finalement, d'être capable de reconnaître et demander de l'aide. Ce que nous, professionnels de la santé, ne faisons pas volontairement, mais de demander de l'aide lorsque ça devient trop extrême, et que nous ne dormons plus, que nous nous sentons dépressifs, que nous avons de l'anxiété et que ça affecte notre travail, que nous buvons plus d'alcool que normalement, nous nous sentons même suicidaires. Euh, et dans certains cas, à New York récemment, où le chef d'un centre d'urgence a fait face à de hauts niveaux d'infection et elle s'est suicidée, reconnaissant à sa famille qu'elle n'était plus capable d'en prendre davantage. Être conscient des risques auxquels nous sommes confrontés, être capable de demander l'aide lorsque nécessaire et d'écouter aussi nos collègues et les membres de la famille qui l'ont peut-être remarqué avant que ce soit trop tard. Merci énormément pour cette session très intéressante et très instructive pour tous. Ce n'est pas toujours que nous parlons de santé mentale et je pense que c'est un sujet extrêmement important. Merci, Dr. Stovall. Maintenant, je vais passer la parole à Claire pour discuter, pour savoir comment nous pouvons poursuivre cette discussion. Avant de vous quitter, je serai disponible sur la boîte de discussion de l'application pour les réponses auxquelles vous n'avez pas de réponse, des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Merci, Dr. Stovall. Merci, Monica. Alors, nous avons un groupe WhatsApp que vous pouvez joindre en balayant ici le code QR que vous voyez à l'écran. Je veux reconnaître que ce groupe, nous avons peut-être atteint notre limite de participants dans le groupe WhatsApp, mais vous pouvez aussi demander vos questions par courriel. Notre adresse courriel est echo@assistantinternational.org. Nous aurons aussi cet enregistrement de la session et les diapositives et d'autres ressources et d'autres applications dont le Dr. Stovall a parlé sur notre site web pour que vous puissiez les consulter comme ressources. Merci. Merci, Claire. Et je veux juste mentionner que nous avons un petit sondage que nous vous présentons maintenant. Nous vous invitons à le remplir. Ça va nous aider énormément pour les sessions subséquentes. Et merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci à l'Université Vanderbilt, le Centre médical, toute l'équipe de la Fondation GE et bien sûr au Dr. Stovall pour cette présentation d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, je vous invite à répondre à ce sondage. Venez vous joindre à nous dans le WhatsApp chat et nous allons tous nous aurons une série à tous les mercredis sur la thérapie d'oxygénation
à 8 heures, heure de l'Est. Cela se poursuivra pour tous les prochains mercredis et nous enverrons des invitations pour ça si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons garder le sondage ouvert pour les prochaines minutes.